La semaine en revue, et oui, c'est le grand hebdo. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Kinshasa veut repenser sa manière de concevoir la défense nationale. Le 20 août, à l'occasion du 10e anniversaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, le président Félix Tshisekedi a présenté plusieurs orientations destinées et tout justement à renforcer la défense stratégique congolaise. Regardez. La défense d'un pays ne se joue plus uniquement sur les champs des batailles. En République démocratique du Congo, les menaces sont multiples et évoluent rapidement. À l'Est, les conflits continuent de fragiliser les populations. Sur les frontières, la surveillance et le contrôle du territoire demeurent des enjeux majeurs. Dans les domaines numériques, les cybermenaces et la désinformation ouvrent de nouveaux fronts. Et sur le plan diplomatique, la sécurité de la RDC reste étroitement liée à son environnement régional. C'est dans ce sens que se pose la question d'une nouvelle doctrine de défense. Le 20 août, à l'occasion du 10e anniversaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, le président Félix Tshisekedi a appelé à la construction d'une pensée stratégique adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. L'ambition affichée est claire, n'est plus seulement réagir aux crises, mais être capable de les anticiper. La deuxième priorité est celle de l'anticipation. Le Collège doit se doter d'une capacité permanente de veille stratégique et de prospective fondée sur la maîtrise des données, l'analyse de scénarios, la simulation de crise et l'alerte précoce. Anticiper, c'est l'un des mots-clés de cette nouvelle orientation. Car pour défendre efficacement un territoire aussi vaste que celui de la RDC, il faut d'abord identifier les menaces, comprendre leur évolution et mesurer leurs conséquences potentielles. Les renseignements apparaissent ainsi comme un élément central de la stratégie nationale de défense. Mais une doctrine de défense moderne ne peut plus reposer sur la seule action militaire. Elle doit également intégrer la diplomatie, le renseignement, la cybersécurité, la protection des infrastructures stratégiques ainsi que la coopération avec le pays voisin. C'est tout l'essence d'une approche globale de la défense. Autre nouveau front, l'information. Aujourd'hui, une crise peut aussi se gagner ou se perdre sur les réseaux sociaux. Une fausse information peut provoquer la panique. Une campagne de désinformation peut fragiliser une institution. Une cyberattaque peut perturber des infrastructures essentielles. La souveraineté numérique et informationnelle devient donc, elle aussi, une composante de la sécurité nationale. La nouvelle doctrine accorde également une place importante à la coopération africaine. Pour Kinshasa, la sécurité de la RDC ne peut être associée de celle de son environnement régional. La diplomatie doit donc accompagner l'action militaire afin de contribuer à la recherche des solutions durables aux crises qui affectent notamment l'Est du pays. Mais une doctrine, aussi ambitieuse soit-elle, doit désormais passer du discours à l'action. Former davantage, mieux renseigner, moderniser les équipements, renforcer les capacités technologiques, améliorer la coordination entre les institutions et surtout placer la protection des populations au cœur de la stratégie nationale de défense. Car le véritable test de cette nouvelle doctrine sera avant tout concret. Sera-t-elle capable de permettre à l'État de mieux anticiper les menaces, de mieux défendre ses frontières et surtout de mieux protéger ses citoyens? Pour la République démocratique du Congo, l'enjeu dépasse donc la dimension militaire. Il s'agit de construire une véritable vision nationale de la sécurité, une vision capable de répondre aux menaces d'aujourd'hui, mais surtout anticiper celles de demain. Et diplomatie à présent, alors que la situation sécuritaire demeure tendue dans l'Est, la RDC joue la carte diplomatique.
Ces dernières semaines, Félix Tshisekedi a multiplié les contacts avec plusieurs capitales africaines, du Gabon à la Tanzanie, en passant par d'autres partenaires régionaux. Le chef de l'État cherche à consolider les soutiens autour de la RDC. S'agit-il d'une simple offensive diplomatique ou de la construction d'un véritable front africain autour de Kinshasa? Regardez. La séquence diplomatique est particulièrement dense. Après une visite au Gabon, Félix Tshisekedi s'est rendu en Tanzanie les 17 et 18 août. À Zanzibar, il s'est entretenu avec la présidente Samia Suluhu Hassan autour du renforcement des relations entre les deux pays, avec notamment une dimension économique et sécuritaire. Deux pays, deux régions, mais un même enjeu, renforcer les partenariats de la République démocratique du Congo sur le continent. Et cette offensive ne semble pas être improvisée. En juillet déjà, Kinshasa avait engagé une tournée diplomatique auprès de plusieurs capitales africaines. Objectif, mobiliser davantage des soutiens autour de la position congolaise dans la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Car pour Kinshasa, la bataille n'est pas uniquement militaire, elle est aussi diplomatique. La République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo ont décidé, à travers leurs chefs d'État respectifs, d'avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale. Mais pour cela, nous devrions réussir ou relever plusieurs défis. La RDC cherche à rappeler un principe central, la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Mais elle veut également obtenir une implication plus forte des États africains dans la recherche d'une solution à la crise des Grands Lacs. La Tanzanie occupe ici une position particulière. Le pays est à la fois voisin de la RDC, membre de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC. Il a également été impliqué dans les dispositifs sécuritaires régionaux concernant l'Est congolais. Le rapprochement entre Kinshasa et Dodoma peut donc être lu comme un élément d'une stratégie plus large. Créer des convergences, renforcer les alliances et faire en sorte que la question congolaise ne soit pas traitée uniquement comme problème entre la RDC et ses voisins immédiats. Mais construire un fonds diplomatique africain est une chose. Le maintenir autour d'une position commune en est une autre. Les intérêts des États de la région ne sont pas toujours identiques. Certains pays privilégient la médiation, d'autres mettent l'accent sur la coopération sécuritaire, d'autres encore défendent avant tout leurs propres intérêts économiques et géopolitiques. La République démocratique du Congo doit donc convaincre et surtout transformer les déclarations de solidarité en engagements concrets. Kinshasa dispose également d'un autre levier, sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour la période 2026-2027. Une position qui peut permettre à la République démocratique du Congo de porter davantage ses préoccupations sécuritaires sur la scène internationale. Mais pour les Congolais de l'Est, la diplomatie sera finalement jugée sur les résultats. Les populations attendent la sécurité. Les déplacés attendent de pouvoir rentrer chez eux. Les communautés attendent la fin des violences. Et l'État congolais attend, lui, que les engagements diplomatiques contribuent réellement à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Alors, Félix Tshisekedi est-il en train de reconstruire un front africain autour de la République démocratique du Congo? Les signaux diplomatiques des dernières semaines montrent en tout cas une volonté de renforcer les alliances de Kinshasa. Du Gabon à la Tanzanie, la RDC cherche à multiplier les partenariats et à faire de la question sécuritaire, mais le véritable défi sera de transformer cette dynamique diplomatique en résultat. Car une alliance diplomatique n'a de poids que lorsqu'elle produit des actes. Pour Kinshasa, le message est donc clair. La bataille pour la souveraineté de la RDC se joue aussi autour des tables de négociation. Et cette fois, le pari de Félix Tshisekedi semble être de mobiliser davantage l'Afrique autour de la cause congolaise.
Situation sécuritaire toujours, rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo où la guerre continue de bouleverser la vie de milliers de familles. Dans les territoires de Massissi, par exemple, au nord Kivu, des nouveaux affrontements ont été signalés ces derniers jours entre le Ouazalendo et l'AFC M23. Des populations ont fui leur village, abandonnant maisons, activités économiques et parfois leurs terres. Derrière le combat et les cartes militaires, il y a une autre réalité, celle des familles déplacées qui tentent simplement de survivre. Mais comment vit-on lorsque la guerre devient une partie du quotidien? Tentative de réponse. Ici, les quotidiens peuvent basculer en quelques heures. Un bruit des tirs, une rumeur d'affrontement, et il faut partir. Prendre quelques vêtements, quelques biens, parfois, et chercher un endroit où se mettre à l'abri. Dans les territoires de Massissi, la situation sécuritaire demeure particulièrement volatile. Le 21 août, un calme précaire était observé à Malemo, après 2 jours de combat entre le Ouazalendo et l'AFC M23. Dans d'autres secteurs, plusieurs villages auraient été pris sous le contrôle de l'AFC M23, entraînant des nouveaux déplacements des populations. Pour ces familles, les déplacements n'est pas un choix, c'est une nécessité. Quitter son village signifie souvent laisser derrière soi une maison construite pendant des années, une parcelle, une activité commerciale, des champs, une école et parfois des proches. Mais une fois arrivé dans une zone d'accueil, les difficultés ne disparaissent pas, elles changent simplement des formes. Dans les sites des déplacements, les besoins sont immenses. De la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des abris, des installations sanitaires, mais aussi la sécurité. Pour beaucoup des familles, l'avenir reste impossible à prévoir. Quand rentrer? Où rentrer? Et surtout, retrouveront-elles encore leur maison? Ce sont des questions auxquelles personne ne peut toujours répondre. Parmi les premières victimes de ces déplacements, les enfants. Lorsque les familles fuient, l'école s'arrête. Certains enfants passent de semaines, parfois des mois, sans reprendre normalement les cours. Une interruption qui peut avoir des conséquences importantes sur leur avenir. La guerre ne détruit donc pas seulement des infrastructures, elle interrompt aussi des parcours de vie. Dans plusieurs zones touchées par les combats, les structures sanitaires fonctionnent avec les moyens limités. Lorsque les populations se déplacent, les besoins augmentent alors que les capacités d'accueil restent insuffisantes. Et la situation est encore plus préoccupante avec la progression actuelle d'Ebola dans plusieurs provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. L'insécurité peut compliquer l'accès des équipes médicales aux populations. Le déplacement peut également rendre plus difficile les suivis de personnes exposées au virus. Et dans certaines zones, de Massissi par exemple, la société civile alerte justement sur les risques sanitaires liés au déplacement et à l'accès limité aux soins. La guerre a également un coût économique. Et oui, lorsqu'une population fuit, les activités s'arrêtent. Les marchés fonctionnent difficilement. Les agriculteurs abandonnent parfois leurs champs. Les commerçants perdent leurs marchandises. Les routes deviennent difficiles à emprunter. Et les familles qui déplacent de leur activité quotidienne se retrouvent sans revenus. Une crise sécuritaire devient alors une crise économique. Et une crise économique peut à son tour accentuer la vulnérabilité des populations. Mais toutes les populations ne partent pas. Certains restent parce qu'ils n'ont pas les moyens de fuir, parce qu'ils espèrent que les combats ne les atteindront pas, ou parce que leurs terres et leurs activités représentent leur seul moyen de subsistance. Pour eux aussi, le quotidien est marqué par l'incertitude. Continuer à travailler, à nourrir la famille, continuer à envoyer les enfants à l'école, tout en sachant que la situation peut changer à tout moment. Au-delà de l'aide humanitaire, les populations demandent avant tout une chose, la sécurité. Une épidémie ne se mesure pas uniquement dans les statistiques. Elle se mesure aussi dans les comportements. Dans les familles,
les marchés, les écoles, les transports et les centres de santé. Ebola aujourd'hui impose des nouvelles inquiétudes. Les virus se propagent rapidement, gagnent des nouvelles zones et met les équipes des ripostes sous pression. Sur le terrain, les difficultés sont nombreuses. Insécurité, déplacement des populations, mobilité des personnes, accès compliqué à certaines zones et insuffisance des moyens. Alors que la riposte s'intensifie, une question s'impose. Pourquoi les virus semblent-ils avancer plus vite que les équipes chargées de les contenir? Images et commentaires. Sur le terrain, la riposte s'organise. Des équipes sillonnent les zones touchées et recherchent les cas suspects et tentent de retrouver les personnes ayant été en contact avec le malade. Dans le centre de santé, le personnel est en première ligne. Il doit prendre en charge les patients tout en se protégeant d'un virus particulièrement contagieux. Mais contenir Ebola ne consiste pas seulement à soigner, il faut aussi retrouver les chaînes de transmission avant qu'elles ne se multiplient. Et c'est là que la situation devienne particulièrement complexe. Dans certaines zones, l'insécurité complique l'accès des équipes. Des populations se déplacent, d'autres continuent de circuler entre les villages et les centres urbains. À chaque mouvement, le suivi des contacts devient plus difficile et lorsque la surveillance ne parvient pas à suivre tous ces déplacements, le virus peut prendre l'avance. La riposte repose donc sur une véritable course contre le temps. Détecter plus vite, isoler plus vite, traiter plus vite et surtout identifier plus vite les contacts. Car derrière chaque nouveau cas se pose une question essentielle: où, quand et comment cette personne a-t-elle été infectée? C'est en répondant à cette question que les équipes peuvent remonter la chaîne de transmission et tenter de stopper la propagation du virus. Images agents de santé, équipe de surveillance, contact tracing. Sur le terrain, chaque heure compte. Chaque contact retrouvé peut permettre d'éviter une contamination. Et c'est précisément cette course contre le temps que les autorités sanitaires tentent aujourd'hui de gagner. Mais pourquoi, malgré la mobilisation des équipes et les moyens déployés, l'épidémie continue-t-elle de progresser? Où se situent aujourd'hui les principales failles de la riposte? Prenons cet élément avant de nous quitter. Les médias sociaux occupent désormais une place centrale dans la circulation de l'information. Mais avec cette révolution numérique viennent aussi les dérives. Insultes, cyberharcèlement, fausses informations, manipulation d'images et des vidéos. Une situation qui a récemment provoqué une réaction du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le président du CESAC, Christian Bossembe, a évoqué la possibilité d'obtenir une fermeture temporaire des TikTok en RDC face à la multiplication des contenus injurieux. Une position qui ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement, alors que l'intelligence artificielle vient aussi bouleverser notre rapport à l'information. Une question se pose aussi: comment informer, réguler et protéger les citoyens sans porter atteinte à la liberté d'expression? Images et commentaires. Téléphone en main, chacun peut aujourd'hui produire et diffuser une information. Il doit filmer dans la rue, une déclaration politique, une photo, un commentaire. En quelques secondes, le contenu peut devenir viral. Les réseaux sociaux ont ainsi profondément transformé les paysages médiatiques congolais. Ils permettent aux citoyens de s'exprimer, aux journalistes de toucher rapidement leur public et aux créateurs de contenu de développer de nouvelles activités. Mais cette liberté numérique a également fait apparaître de nouvelles dérives. Ces dernières semaines, la question des insultes et des attaques personnelles sur les réseaux sociaux s'est retrouvée au cœur du débat public. Après la diffusion des contenus injurieux visant notamment la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, des voix se sont levées pour demander une réaction des autorités. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, s'est montré particulièrement ferme. Il a annoncé vouloir obtenir une fermeture momentanée de TikTok en RDC, estimant que la plateforme devait davantage assumer ses responsabilités en matière de modération. Une proposition qui ouvre immédiatement un débat. Faut-il sanctionner une plateforme entière à cause des abus d'une partie de ses utilisateurs? Le gouvernement semble privilégier une approche plus nuancée. Lors d'un briefing de presse, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya,
a condamné des insultes et cyberharcèlement. Pour lui, les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un espace où l'insulte remplace l'argument. Mais le ministre a également mis en garde contre une interdiction générale de TikTok. Selon lui, une telle mesure risquerait de pénaliser les nombreux Congolais qui utilisent cette plateforme de manière responsable, notamment ceux qui en tirent une activité professionnelle. Le débat est donc posé. Comment sanctionner les comportements répréhensibles sans pénaliser l'ensemble des utilisateurs? Cette controverse remet également au centre du débat les rôles du régulateur des médias. Le CESAC est appelé à accompagner la transformation de l'espace médiatique congolais. Mais l'arrivée massive des plateformes numériques pose une difficulté nouvelle. Jusqu'où doit aller la régulation? Et surtout, comment réguler les réseaux sociaux sans transformer la régulation en restriction de la liberté d'expression? La question est d'autant plus sensible que les réseaux sociaux sont devenus un espace majeur de débat. Les débats ne se limitent désormais plus au CESAC. Le ministre de la Justice a annoncé des actions judiciaires contre les auteurs présumés d'injures publiques, de diffamations et d'atteintes à l'honneur visant notamment les autorités de la République. Les ministres indiquent que plusieurs interpellations, mandats d'amener, les procédures en flagrance ont été déjà engagées sur la base du cadre légal en vigueur, notamment du Code du numérique. Une nouvelle étape dans la volonté des autorités d'assainir l'espace numérique congolais. Mais là encore, une question demeure. Où placer la frontière entre critique et opinion, polémique, injures et diffamation? Comme si cette question ne suffisait pas, une autre révolution est déjà là. L'intelligence artificielle. Elle peut désormais générer un texte, créer une image, modifier une vidéo, imiter une voix et même faire dire à une personnalité des propos qu'elle n'a jamais prononcés. Demain, il sera donc possible de voir une vidéo très crédible des responsables politiques congolais annonçant une décision qui n'existait pas, d'entendre une voix qui ressemble parfaitement à celle d'une personnalité ou de voir une image d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Comment le public fera-t-il alors la différence entre les vrais et les faux? Pour les médias, le défi est immense. Il ne suffit plus de vérifier une information. Il faut désormais vérifier la source de l'information, l'image, la vidéo, le contexte et parfois même l'authenticité de la voix. Les journalistes de demain devront donc être à la fois reporters, enquêteurs, utilisateurs, maîtriser des outils numériques. L'intelligence artificielle n'est pourtant pas uniquement une menace. Elle peut aider les journalistes à transcrire des interviews, à analyser des documents, à traduire des contenus ou à rechercher plus rapidement certaines informations. Dans ce nouvel environnement, les médias congolais sont face à une responsabilité majeure. Informer rapidement, sans sacrifier la vérification. Utiliser l'intelligence artificielle sans abandonner les jugements journalistiques. Permettre les débats sans laisser l'insulte devenir la norme. Et protéger la liberté d'expression tout en rappelant que cette liberté s'accompagne des responsabilités. Voilà qui met fin à ces grands hebdos. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.